Bonjour tout le monde. J'invite tout le monde à venir nous rejoindre sur le plateau TV pour un débat sur quelque chose qui nous touche tous, sur l'organisation du temps de travail dans nos services au bloc opératoire. La législation européenne nous impose donc de revoir nos modes de fonctionnement. Et donc, il nous paraissait intéressant de parler de ces 48 heures de travail semaine, les repos compensateurs, comment pouvoir organiser ça au bloc opératoire pour avoir aussi une continuation des soins. Et donc, je vais donner juste la parole aux invités qui sont là pour animer le débat, pour se présenter en 3 mots. Olivier Turini, vous le connaissez tous, donc on ne va pas le présenter, on va passer. Professeur à Paoli Calmette. Et Marc Ridel. Oui, bonjour. Marc Ridel, je suis chercheur à la Fondation Rothschild, dans l'unité de chronobiologie du professeur Twitou. Et je suis enseignant à l'École normale nationale supérieure des arts et métiers, l'ENSAM. Voilà. Et un peu pompier. Et sapeur-pompier volontaire. Et Monsieur Tabur, présentez-vous. Alors Didier Tabur, je suis un ancien commandant de bord, je tiens à rassurer que je ne le suis plus. Un ancien commandant de bord où j'ai eu à Air France différentes responsabilités et j'ai beaucoup travaillé sur les aspects facteurs humains, tous les mécanismes d'erreur, etc. Tous les aspects cognitifs, on a beaucoup travaillé là-dessus, tous les mécanismes d'erreur. Et depuis maintenant une bonne dizaine d'années, je travaille dans le monde de la santé sur la gestion des risques et sur la mise en place des CREX. On est à l'origine de la méthode du CREX, Comité de retour d'expérience, et je travaillais à ce titre avec des blocs, etc. dans ce domaine-là. Mais ce n'est pas pour ça qu'on est là aujourd'hui, puisque c'est pour parler de limitation de temps de travail. Voilà. Pour comment dans l'aéronautique vous avez pu mettre ça en place et pourquoi aussi. Alors, juste un mot, pour commencer juste le débat, on nous parle de repos de sécurité, justement de rationaliser, d'organiser nos services avec un temps de travail qui n'était pas dans le temps où on travaillait toute la semaine, 24/24, 7 jours sur 7. Alors, la première question, on a un scientifique, donc je vais parler data, science. Alors, juste déjà une sémantique, chrono, bio, rythme, le terme exact, hein, juste un mot. La chronobiologie, c'est le terme de la discipline scientifique qui s'occupe de l'étude des rythmes biologiques et de leur impact, notamment sur les cycles circadiens, donc sur 24 heures, mais pas que, saisonniers. Et une partie de la chronobiologie s'intéresse au travail de nuit, au travail posté, et au travail qu'on appelle à l'appel, c'est-à-dire la garde ou l'astreinte. Donc vous voyez déjà, c'est une science, donc a priori il doit y avoir de la data pour pourquoi on fait ça. Alors en effet, est-ce que c'est un esprit de nos chers technocrates de Bruxelles ou ailleurs en nous disant il faut rationaliser le temps de travail, ou est-ce que scientifiquement, humainement, la machine doit travailler de façon rythmée, avec des temps de repos? Est-ce que travailler une garde 24 heures et le lendemain, c'est possible, c'est dangereux? Voilà. Est-ce qu'on a des choses pour pouvoir étayer la suite, la suite du débat? Pourquoi faut-il le mettre en place? Alors, moi, quand on m'a posé la question et qu'on m'a parlé de 90 heures de garde d'affilée, j'ai pensé à la littérature qui commence à se fâcher à partir de 9 à 12 heures de travail consécutif, et en particulier aussi de travail consécutif la nuit. Donc effectivement, oui, il y a de quoi faire, et l'être humain n'est pas fait pour travailler 24 heures sur 24. C'est un animal diurne, et ses rythmes biologiques depuis des millions d'années sont calibrés sur ce qu'on appelle des synchroniseurs, c'est-à-dire des signaux de l'environnement qui font qu'à certains moments de la journée, on est plus performant qu'à d'autres, et également plus vulnérable qu'à d'autres. Et le problème se pose quand effectivement on est quelqu'un qui veille sur la population, au sens propre du terme,
et qu'on a charge d'âme, puisque quand la population va avoir, elle, un risque d'accident majeur, eh bien, vous allez vous exposer, vous, de manière maximale, par exemple, si vous êtes sapeur-pompier ou éventuellement soignant ou chirurgien. Et alors, quand vous dites au-dessus de 9-10 heures, il y a un seuil là, mais qu'est-ce qui se passe? Enfin, je veux dire, scientifiquement, il a été montré que les gens qui travaillent ont une perte d'attention, ont une augmentation de l'erreur. C'est quoi? Ou c'est de l'animal? Avec des dosages biologiques de ne sais pas quelle hormone. Alors non, moi je travaille pas sur les modèles animaux, moi c'est de la chronobiologie humaine. Donc le jour où on aura des drosophiles pour éteindre un feu ou des souris pour ouvrir un abdomen, vous m'appelez, d'accord. Donc la spécificité de l'activité, en particulier de l'activité de profession qui sont à devoir de fiabilité, elle doit se faire sur des modèles qui sont des modèles humains et in vivo, ce qui complique énormément la tâche aux chercheurs et qui fait que ce sont des dispositifs énormément contraignants et coûteux, et ce qui fait qu'effectivement vous n'en avez pas énormément qui se font tous les jours. Néanmoins, ce qu'on peut voir, c'est plusieurs aspects. Premièrement, un impact sur la prise en charge des victimes ou du patient qui vont souffrir justement de ces difficultés, un impact sur la santé des soignants ou des intervenants, et alors là, accrochez-vous parce que les chiffres font mal, et enfin, un impact aussi sur la vie sociale, en direct, sur la qualité de vie avec sa famille, avec son couple. Donc au-delà d'un certain nombre d'heures de garde, malheureusement, vous allez avoir... Quelques divorces, mais un risque de diabète non insulinodépendant multiplié par 4, un risque d'infarctus du myocarde multiplié par 3. Voilà. Et puis c'est un poison lent. Voilà. Ça touche à des fonctions adaptatives, par exemple la pression artérielle, qui, comme chacun sait, est un tueur silencieux. Et donc vous n'allez pas vous en rendre compte tout de suite, contrairement au pompier qui lui va se brûler, mais à la personne qui n'est pas embarquée dans l'avion ou qui n'a pas un risque physique, ne va pas se rendre compte que la santé se dégrade au fur et à mesure. Comme la grenouille un petit peu, j'aime pas trop l'image, mais la grenouille dans la casserole d'eau chaude qui ne sent pas le gradient de chaleur s'effectuer. Voilà, donc c'est une grosse, on va dire une grosse partie de la difficulté que l'on a justement aussi à prendre en compte de ces choses-là de manière subjective. On les voit pas, elles disparaissent. Et pourtant c'est essentiel. Alors quand vous posez la question à quelqu'un, vous lui demandez qu'est-ce qu'il y a de plus important pour lui dans la vie, il vous répond rarement l'oxygène. C'est tellement évident que personne n'y pense. Eh bien, le sommeil et les rythmes biologiques, c'est exactement la même chose, et pourtant c'est vital. Donc on est aveuglé, et c'est quelque chose qui ne fait pas débat, parce que spontanément on n'y pense pas, surtout quand ça fait longtemps que soi-même on y est exposé. Ça sort de notre vue. En sociologie, on appelle ça un allant de soi. Voilà. Et pour pouvoir s'en rendre compte, il faut un petit peu provoquer, avoir un aiguillon. Bon, on est en train d'essayer de provoquer ce matin. Alors du coup, je donne tout de suite la parole à l'ancien pilote d'Air France. Quel seuil? Comment vous avez mis ça en place? Depuis combien de temps? Est-ce que ça a été difficile? Depuis longtemps, et bien entendu, vous en doutez. Le débat scientifique chez nous n'est plus un sujet. Hein. On ne se pose plus la question de savoir s'il y a des publications qui prouvent que on a suffisamment d'exemples et de travaux là-dessus depuis très longtemps. À titre, il m'est venu en vous écoutant à l'instant l'idée de donner un exemple de ce que peut faire la chronobiologie justement sur un vol pas forcément très long. Il y a une bonne vingtaine d'années, on a un avion d'une compagnie américaine que je ne citerai pas, elle a peut-être disparu d'ailleurs depuis, qui venait de Chicago à Francfort. Bon, c'était un vol pas très très long, il y a bien plus long maintenant. Ils se sont retrouvés posés à Bruxelles. Intéressant. Pourquoi? Alors, plein de facteurs. Je vais vous épargner tous les aspects contrôle aérien, etc. Plein de facteurs. Il y a des aspects similitudes entre les deux aéroports, Francfort et Bruxelles. Mais il y a cette fatigue d'une nuit en l'air, avec un départ à la mauvaise heure pour le rythme circadien, justement. Ils se sont retrouvés à faire une approche dans les 3 heures du matin en heure de chronobiologique de chacun des pilotes. Ce qui fait qu'ils n'ont pas réalisé
ce qui se passait, ils ont suivi les consignes du contrôle, et c'est le commandant de bord, au dernier moment, qui s'est aperçu que la couleur de la piste ne collait pas avec Francfort. Parce qu'à Francfort, la piste 28 gauche est en asphalte noir. À Bruxelles, elle est en béton, elle est blanche, elle est grise, gris clair. Donc là, il a réalisé. Alors, il a dit on se pose, on réfléchira au sol, et ce qui était la bonne décision. Donc il a fallu expliquer aux passagers, pas très facile, et refaire du carburant et repartir à Francfort. Voilà, ça c'est typiquement l'illustration de ce que peut faire l'anesthésie progressive du manque de sommeil à la plus mauvaise heure du rythme circadien. Alors à ce titre, dans les compagnies aériennes, c'est hyper réglementé, bien entendu. C'est des réglementations dures, d'ailleurs, hein, avec des normes européennes, des normes américaines, bien entendu. On tient compte donc de tout ça. En fonction de l'heure de départ, on va avoir un temps de vol maximum. Sur ce temps de vol maximum, le commandant de bord a une marge de manœuvre. Il a 2 heures de latitude par rapport à ce temps de vol maximum s'il y a des aléas. Ça ne peut pas être programmé au départ. S'il y a des aléas au départ, un roulage extrêmement long par exemple, parce qu'il y a beaucoup de trafic, il y a eu un pépin, il y a eu un incident, les avions sont bloqués, on décolle très tard, le commandant de bord va avoir une marge de 2 heures maximum sous réserve de consulter son équipage. Il n'est pas obligé d'avoir l'accord, mais il doit consulter chaque membre d'équipage, avoir l'avis de chaque membre d'équipage par rapport à sa propre fatigue probable, donc à la sécurité du vol. En fonction de ça, ça me permet d'introduire cet aspect-là aussi, qui est l'aspect management transversal. Et bien entendu que le management transversal, le commandant de bord n'est pas hiérarchique sur les hôtesses et stewards. Le commandant de bord est une autorité fonctionnelle dans les blocs. Les chirurgiens ne sont pas hiérarchiques sur les IBOD ou les anesthésistes sur les IAD, etc. Ou voir le chirurgien sur les IAD, c'est une autorité fonctionnelle. Donc, on a ces mêmes notions-là dans les cockpits d'avion. Donc ça suppose des formations au management transversal. J'ai été responsable à Air France pendant longtemps de ces formations. C'est-à-dire des formations au comportement empathique vis-à-vis des équipes, la prise de contact avec l'humain et le maintien d'une bonne relation en permanence à l'écoute de son équipe pour pouvoir obtenir l'adhésion le moment voulu pour passer ces caps difficiles et ramener un avion à destination en sécurité. Voilà. Alors, juste pour essayer avant de donner la parole à Olivier, dans la salle, sur ces 2 premières interventions, des questions, des remarques, vous voulez interpeller nos... Serge, je te vois, je pense que ça bouillonne dans ta tête, je suis sûr que tu as une question. Le management transversal, je suis sûr que... Est-ce que tu demandes à tes IBOD si tu peux continuer ton intervention quand il y a plus de 6 heures ou est-ce qu'il faut te remplacer ? Le management transversal, vous avez l'impression que nous, dans les blocs opératoires, c'est comme en aviation ? Je ne crois pas. Hein. Notre système est malheureusement très pyramidal et avec un égo chirurgical assez avancé, ce qui est la cause, à mon avis, de beaucoup de soucis. Alors, vous nous avez donné l'exemple, la piste, si je puis dire, de la part de pilotes, qu'on ne suit pas encore actuellement. Et c'est bien dommage. Alors, vous avez parlé de la nuit, mais il y a un autre élément, nous, dans la journée, qui nous préoccupe beaucoup, c'est 15h, 15h30. Hein. Ça, c'est un élément que les anesthésistes ont bien étudié, parce que ces histoires de rythme de biologie, j'ai déjà bien étudié, à 15h, 15h30, c'est là qu'on a aussi de gros soucis, qu'on a commencé à partir du matin. C'est un chirurgien qui vient de parler. Non, qui vient de Strasbourg. Non, mais... Alors, je tiens à préciser que vous parlez des égos de chacun. On a eu le problème très longtemps dans l'aérien, hein, je vous rassure. C'est ce que j'allais dire. J'allais dire, tu ne fais que dire qu'a priori, nos blocs opératoires ne fonctionnent pas selon un mode qui a été mis en place par l'aviation. Bon. Et alors, pour la transition avec Olivier Turini, toi, chef de service, tu as mis en place, tu ne l'as pas mis en place, comment fonctionne Alors, ton service? Je l'ai mis en place depuis 1 an, maintenant. Je ne me suis pas posé la question... Je me suis pas posé la question de savoir si c'était bien, pas bien, ou si c'était mieux qu'avant parce que nous on passait du temps, on était mieux formés. C'est une loi. C'est comme ça. Je pense que vous avez dû rencontrer des difficultés, mais ça vous viendrait pas à l'idée de discuter quelque chose qui a été mis en place, qui est légal. Donc je me suis pas posé la question de savoir, moi je vais pas l'appliquer parce qu'en chirurgie c'est différent. On a toujours pensé ça, c'est-à-dire que la chirurgie est un métier à part, il faut qu'on apprenne d'une façon particulière, donc on ne doit pas coller aux autres modèles.
Donc les 48 heures, c'est légal. Ça met en jeu la responsabilité du chef de service. S'il y a le moindre souci maintenant médico-légal, c'est la première chose qu'on va aller chercher. C'était quel était le temps de travail des internes ou des personnes qui sont présentes. Après, on peut discuter à l'infini, c'est bien, c'est pas bien. C'est pas le problème, c'est que c'est comme ça. Je sais très bien comment on peut faire pour pas que ça marche. C'est facile. C'est du jour au lendemain, on dit aux internes, quand vous êtes arrivé à 48 heures, vous partez. Au bout de 2 jours, 3 jours, ils auront fini, partiront, et on dira, vous voyez, ça peut pas marcher, c'est n'importe quoi. Donc, si on veut le mettre en place, et ça marche, il faut le faire en anticipation, en discutant avec tous les membres de l'équipe, avec les internes, réfléchir à comment on peut le mettre en place, et que ça peut marcher. Si on discute sur le fait que 48 heures, c'est trop peu, il faudrait déjà peut-être commencer par réguler le temps de travail et dire ben, peut-être qu'un interne, ça doit travailler pas plus que 70 heures par exemple. Et déjà mettre en place ça. Mais personne ne le fait. C'est-à-dire que tous ceux qui disent moi j'aimerais bien qu'il y ait une dérogation à 60 heures, ils ne le font pas. Personne ne le fait. Et à 60 heures, honnêtement, nous on tourne dans le service, c'est pas 48, c'est moins de 55. Si on se met à 60 heures, ça marche très bien quand même. Hein. Il y a des internes au bloc, il y a des internes dans le service. Alors il y a des concessions à faire, il y a des seniors qui s'aident entre eux, il y a des seniors qui font un peu des tâches que les internes faisaient avant, mais ça marche. Et le jour où on nous dira, ben maintenant c'est 48 heures du jour au lendemain, ben ça sera très facile de passer à ce qu'on fait maintenant de 55 à 48. Je pense encore une fois que c'est facile de le mettre en place et que ça ne marche pas pour montrer que ça ne peut pas marcher. Mais il y a une façon de le faire. Et encore une fois, ce que je dis aux internes, c'est qu'il y a le temps de travail. Aux États-Unis, ça fait très longtemps que ce problème-là est réglé. Il y a un deuxième problème qui arrive derrière, c'est le harcèlement. C'est-à-dire que tant qu'on n'aura pas réduit le temps de travail et qu'on discute toujours sur ce problème-là, qui ne doit plus en être un, on va se prendre les deux problèmes en même temps. C'est-à-dire réduire le temps de travail et faire attention à l'attitude dans le service, comment on parle. Encore une fois, je ne dis pas c'est bien ou c'est pas bien, c'était mieux avant parce qu'on pouvait frapper les internes ou les insulter, j'en sais rien. C'est comme ça. Aux États-Unis, c'est maintenant le harcèlement sous toutes ses formes. Hein. Le harcèlement sexuel, c'est un peu le prototype. Mais il y a le harcèlement de dire à quelqu'un qu'il est nul, qu'il ne comprend rien à la chirurgie, que de toute façon, ça sera une brêle toute sa vie, etc. Voilà, donc le temps de travail, si on en est encore à discuter de savoir si c'est bien ou pas, moi je suis effrayé de voir que le repos de sécurité n'est pas appliqué partout. Et on l'applique, ceux qui disent qu'ils l'appliquent, ils l'appliquent à leur façon. C'est-à-dire que l'interne, il ne part pas à 9h, il part à midi, 14h, une fois qu'il a fait la visite, le machin. C'est pas un repos de sécurité. Le repos de sécurité, c'est il se barre à 8h30, 9h. Moi, mes internes, je leur dis, si je vois le mec qui est de garde la veille, qui est encore là à 9h, je le fous dehors. Il y en a quelques-uns qui ont eu des expériences. Ah ouais, des expériences un peu malheureuses avec ça. Donc à 9h, ils ont tellement peur de me croiser qu'ils se barrent, quoi. Voilà. Le repos de sécurité, c'est ça, c'est pas, il finit la visite, il fait les papiers, puis il va finalement voir un pansement et il barre à 2h de l'après-midi au lieu de partir à 6h le soir. Ben ça, c'est la base. Eh ben on ne le fait pas. Et alors, juste, je rebondis sur le pilote. Vous êtes plusieurs dans le cockpit. Donc, vous pouvez vous faire remplacer, j'allais dire. Nous, juste au bloc opératoire, je veux dire, sur de la chirurgie lourde, longue, on n'a pas non plus cette culture de travailler à plusieurs. On débute l'intervention et on ira jusqu'au bout. Ce travail de chirurgien, un qui pourrait retirer, l'autre reconstruire. Alors dans la transplantation hépatique, ça se fait un peu dans des centres qui, un fait l'explantation, d'autres qui refait l'implantation. Vous avez aussi cette culture-là d'être modulable, d'être interchangeable dans un cockpit. Alors déjà sur les vols de moins de 10 heures, c'est un peu plus nuancé que ça. Ça dépend du vol. Donc de moins de 10 heures, on sera 2 dans un cockpit. Et là, il est prévu sur les vols de nuit un NAP, c'est-à-dire qu'on doit pratiquer un repos dans une période du vol qui ne présente aucun risque, entre 2 points de report par exemple. On s'organise, on décide entre celui qui va commencer à faire son NAP, et le premier ou le deuxième. Et puis, on va fermer les yeux. Bon, peut-être on va avoir un endormissement. Mais si on a un endormissement, les données scientifiques, ça donne 2 heures de plein potentiel au cerveau. Donc, c'est quand même très important. Avoir juste je cherche le mot musculaire, l'atonie musculaire.
Si on a l'atonie musculaire, on a gagné 2 heures de plein potentiel au cerveau, ça vaut le coup. Ensuite, sur les vols très longs, si on est amené, alors on a un renfort d'équipage, on a un copilote supplémentaire, voire sur les très très longs, il y a 2 copilotes, et il y a des postes repos dans tous les avions, donc chacun peut aller se reposer à son tour, le commandant de bord allant en général dans une phase du vol où il n'y a pas de décision vitale, c'est au milieu du vol. Et les 2 copilotes se retrouvent devant, il y en a un qui est désigné chef, hein. Bien entendu, il faut savoir qui est le chef dans ces cas-là. Ensuite, si pour X raison le vol dépasse les butées réglementaires, on sait qu'il va passer, on ne se pose aucune question. On lance une mise en place d'un équipage de relève sur un aéroport qui colle bien avec la route de l'avion. On l'a eu encore récemment à Manchester. On se pose, on change un avion qui revenait des États-Unis qu'on a posé à Manchester et on fait une relève très rapide de façon à ce que les passagers soient pénalisés le moins possible et l'avion repart immédiatement avec un nouvel équipage. Voilà, mais on ne joue pas avec la limite absolue des règles. On ne joue jamais avec. Qui dans l'assemblée opère sur des longs blocs à plusieurs équipes? Vous voyez, le travail du chirurgien reste un travail solitaire. Donc il y a probablement des choses à voir. Alors, une petite chose, je vais vers le pompier là, plutôt. Je veux dire, l'autre similitude entre la chirurgie et le pompier, c'est-à-dire que vous, on peut toujours annuler un vol, c'est pas trop le problème. Nous, on a une mission d'assurer 24/24 une sécurité des soins, les malades qu'on a opérés, qu'il faut être suivis, les urgences. Donc on a aussi cet impératif-là d'organiser le travail avec un rythme, mais aussi d'assurer une continuité des soins. Comment vous avez mis ça en place aussi parce qu'on ne peut pas dire on ferme la caserne comme on ne fait pas décoller l'avion. Alors, de la même manière que la peau humaine n'arrive pas à bien gérer les flammes, hein, donc on s'organise en conséquence, on se protège en conséquence. Et c'est vrai qu'il y a des rendez-vous qu'on ne peut pas manquer. Et que malheureusement aujourd'hui encore, c'est extrêmement difficile pour les services incendie de mettre en place un management qui tient compte de ce genre de choses. Alors pour plusieurs raisons, celles que je vous évoquais tout à l'heure, mais aussi pour la complexité des domaines qu'il faut pouvoir maîtriser, par exemple en matière de mesure de données, pour faire apparaître les zones de vulnérabilité. Alors très succinctement, on connaît par exemple l'impact de ce qu'on appelle chez nous la sieste tactique. Alors c'est important les étiquettes de mettre tactique à côté de sieste, mais lorsque vous faites ça par exemple avec les opérateurs du CTA, donc ceux qui reçoivent le 18 ou le 112, vous regardez que les équipes qui ont accès à ces siestes vont avoir une performance justement qui va être constante au cours de la journée. Lorsque vous avez des CTA qui eux n'ont pas accès justement à cette dépénalisation du repos d'un point de vue culturel mais aussi d'un point de vue travail managérial, eh bien vous voyez qu'on augmente jusqu'à peu près midi la performance du décroché, du délai de traitement de l'alerte, et elle va rediminuer jusqu'à la fin de la garde pour être apocalyptique aux alentours de 5 heures du matin. Donc on voit directement sur le cœur de métier, justement par rapport à ces impératifs de fiabilité 24 heures sur 24, que le fait de s'autoriser à considérer différemment finalement l'effort que l'on doit faire, d'apprendre à tirer sa flèche au bon moment, c'est beaucoup plus efficace que de tirer sans flèche n'importe comment où on n'atteint jamais la cible. Donc ça veut dire qu'il y a la durée, le temps c'est une chose, mais il y a aussi de l'organisation, ces repos, ces pauses, qui permettent justement d'augmenter la performance à côté. Qui aussi là, parce que tout à l'heure personne ne fait à 2 équipes, alors qui fait une pause pendant un long bloc? Va prendre un petit café, voilà. Donc là déjà il y a quelques siestes tactiques, qui n'est pas des siestes, mais des petites pauses tactiques. Voilà. C'est pas non plus dans la culture, vous voyez, hein, de chirurgien et. Hein, bah. Vous avez récemment les urgences d'Évreux qui ont mis en place des siestes obligatoires. Alors pourquoi elles sont obligatoires? Parce que dans une culture John Wayne où on ne se donne pas l'excuse de s'arrêter, eh ben ça permet du coup aux soignants et aux urgentistes, en particulier s'ils ont une conscience professionnelle, d'avoir l'excuse de c'est le chef qui m'a demandé, je vais m'arrêter, et du coup on se sent mieux. Alors, on se sent mieux surtout à la fin de la garde,
Et du coup, on ne crie pas sur son conjoint, sur ses enfants, parce qu'on est fatigué, par exemple. Des questions? La mise en place du temps de travail régulé, ça vous inspire quoi? Vous avez déjà mis en place ou pas dans vos services, ou vous continuez à fonctionner à l'ancienne? Oui, bonjour. Moi, je suis David Voirin et en 2000, j'étais vice-président du syndicat national des internes et à l'époque, j'avais énormément œuvré pour la mise en place du repos de sécurité. Et je voudrais juste refaire un petit rappel pour, sur le plan historique, rappeler pourquoi c'est tellement difficile la mise en place de ce repos de sécurité en termes de mentalité. Parce qu'à l'époque, lorsque le repos de sécurité a été discuté, on était en pleine pénurie des internes. Il y avait très peu d'internes, on était à 3000 reçus en P2, aujourd'hui on est à 7-8 000. Donc on avait difficulté d'effectifs, et en même temps il y avait des publications suédoises en particulier qui avaient été sorties, où on prenait une population de jeunes actifs, on leur faisait faire des tests psychotechniques, on les privait de sommeil, on refaisait faire des tests psychotechniques, et on prenait la même population, sauf que là on les privait pas de sommeil, on leur donnait à boire, jusqu'à 1 gramme d'alcoolémie. Et la conclusion des publications, c'est que quand on avait une nuit de privation de sommeil, le résultat des tests psychotechniques, c'est comme si on avait une alcoolémie de 1 gramme. Bon. Donc à l'époque, on avait beaucoup milité pour la mise en place du repos de sécurité. Ce qui nous avait été opposé, à l'époque, il y avait un discours pernicieux, repos de sécurité, confusion avec un repos compensateur. Et on expliquait que le repos de sécurité, ce n'est pas une mesure sociale, le repos de compensateur, mais une mesure sanitaire qui vise à préserver la bonne prise en charge du malade. Et ça a été difficile à expliquer. Et l'argument qui a immédiatement été rétorqué aux internes qui voulaient mettre en place le repos de sécurité dans les services, c'est une amputation de votre formation. Et donc toute la difficulté aujourd'hui, c'est d'expliquer que le repos de sécurité, la limitation du temps de travail, en particulier avec l'émergence des outils numériques et des plateformes d'enseignement, ne doit pas être un obstacle à la bonne formation des internes. Je pense qu'on ça doit plus être une discussion, quoi. C'est-à-dire que il y a une réforme du DES depuis l'année dernière, où il y a des enseignements obligatoires qui doivent être faits, qui peuvent parfaitement s'imbriquer avec les 48 heures, par exemple. Moi, je ne suis pas persuadé que quand je faisais vendredi, samedi, dimanche de garde et le lundi, j'apprenais des choses. Je suis persuadé du contraire. Et j'ai passé du temps dans des services où on faisait 80-90 heures par semaine. Je l'aurais passé 30 heures, c'était pareil. Je passais du temps à tenir les murs. Il y a plein d'arguments qu'on peut prendre pour dire... l'argument de dire comment on va faire si on donne le repos compensateur. J'espère qu'en France, s'il manque un interne par jour, ça déstabilise pas le service, quoi. Sinon ça devient grave. Ça veut dire que vraiment les gens sont... Donc il y a plein d'arguments, on peut les prendre dans tous les sens et on peut les démonter dans l'autre sens. Donc le repos compensateur, à mon idée, ça doit même plus être un débat, mais c'est le vrai repos compensateur, c'est-à-dire c'est à 8h, 9h du matin, c'est pas... Et les 48 heures, on est dans une période charnière, c'est des internes qui vont changer de génération, donc ceux qui n'ont pas connu ça, il faut être un peu plus souple, peut-être proposer 60, 70, mais déjà réguler. Regardez ce qu'ils font et dire quand même là, celui-là il en a fait 60, 65 par semaine, c'est pas bien, voilà. Mais la génération qui va arriver après, qui a été élevée aux 48 heures, en médecine ils connaissent déjà ça. C'est-à-dire qu'il y a des internes qui téléphonent dans les services de médecine. Chez moi il y a un service d'hémato, ils appellent avant, ils disent est-ce que vous faites les 48 heures? Non, ben, ils ne choisissent pas le service. Donc, encore une fois, c'est soit on traîne en chirurgie et on continue à faire le pas vu, pas pris jusqu'au jour où ça va être imposé brutalement et là, ça va tout désorganiser. Ou alors on dit, ben, on va réguler le temps de travail des internes. 48 heures, ça nous semble un peu compliqué. On va commencer à 60 heures. On va le faire. Et puis petit à petit, on descendra quand les enseignements se mettront en place, etc. Mais à mon avis, le problème majeur, c'est que c'est quand même bien d'avoir des internes à disposition tout le temps, quoi. Parce que dans un service de chirurgie, je ne parle pas, il y a des services qui sont en difficulté, où il n'y a pas beaucoup de chirurgiens, etc. Mais il y a des services au CHU où il y a 10 chirurgiens seniors, il y a 6 internes et il y a 3 salles. Je pense qu'il y a des chirurgiens seniors, des assistants ou des PH qui peuvent faire des choses que font les internes. C'est tout à fait possible. Moi, ça m'est arrivé d'aller au bloc, aider un autre chirurgien parce que justement, dans le temps de travail des internes, ben, il n'y avait pas assez d'internes, ben, c'est moi qui suis allé l'aider, quoi.
Je ne suis pas faux comme elle, je peux tenir des écarteurs. En plus, ça me fait plaisir, comme ça je critique, je me régale. Voilà. Donc il faut réinventer aussi la façon de travailler des chirurgiens et arrêter de penser qu'on ne doit faire que certaines tâches et que l'interne doit se taper le sale boulot. Moi, je pense que les internes, c'est un peu comme les enfants à la maison. Les enfants, on est là pour les protéger. On ne leur demande pas de faire des choses d'adultes. Les internes, ils sont en formation. Alors, certes, ils doivent faire des choses que nous, on fait moins parce que, bon, quand même, ok, on a un certain âge, on ne veut pas faire certaines choses. Mais on est là aussi pour les protéger. Un interne qui fait 90 heures par semaine, et en plus, sur lequel on crie toute la journée en lui disant que de toute façon, ils ne comprendront rien, que leur génération, ils travailleront moins que nous. Moi, je suis persuadé qu'avec 48 heures, s'il y a un enseignement qui est fait en face, ils seront largement meilleurs que nous, quoi. Alors, je suis persuadé de ça. Alors, tu parles des internes, mais c'est pas que les internes, c'est tout ton service qui doit. Enfin, je veux dire, tes seniors doivent faire la même chose. Mais on commence par les enfants. On régule tout le monde. Avant de protéger moi, je protège mes enfants. Donc on commence par les internes et après on verra les seniors. Donc ça veut dire que toi, tu as mis en place une régulation du temps de travail pour l'instant uniquement au niveau des juniors. Des internes et les assistants maintenant, je vais leur imposer un jour off par semaine. Alors après, ça sera un jour off où ils seront à l'hôpital, ils feront ce qu'ils veulent, mais voilà, je pense qu'après, oui, de toute façon, 48 heures par semaine, c'est toutes les professions, hein, c'est pas une loi spécifique aux internes. Hein. Non, mais justement, parce que je veux dire, oui. Après, il faudra qu'on voit comment on peut faire, mais si on commence par, il faut bien commencer par quelque chose. Et en priorité, ceux, à mon avis, qui font le plus de charges de travail, pour l'instant, c'est les internes et c'est pas moi, quoi. Donc c'est à eux qu'on doit s'inquiéter. En charge de travail, en responsabilité et en prise de décision, je veux dire, par rapport au cockpit, c'est le commandant qui prend les décisions. Enfin, moi, donc nous, c'est aussi le chirurgien senior. Enfin, honnêtement, je pense pas que je marne, quoi. Que tu marnes. C'est-à-dire que je sais pas combien d'heures je fais par semaine, je calcule pas, 70, 60. Justement, alors. Sauf que la différence. Oui, mais la différence. Tu es en danger. Non. Donc tu es en train de dire qu'il faut faire quelque chose que tu ne t'appliques pas. Non, mais il y a une autre différence. Je te pousse dans tes retranchements. La réponse, c'est que moi, je fais pendant 60 heures quelque chose qui me plaît. C'est moi qui décide comment je travaille, à quel rythme je travaille, il n'y a personne qui me l'impose. L'interne, on lui fait faire 90% de tâches qui l'emmerdent quand même. Donc 60 heures d'un truc sympa versus 90 heures d'un truc pas sympa, je préfère mes 60 heures, quoi. Que tu préfères tes 60 heures, c'est une chose, mais que tu sois en danger pour toi-même et pour les malades. Peut-être. Si on est en entente ce que nous dit avant, peut-être. Un jour tu vas te poser à Bruxelles au lieu d'aller à Francfort. Hein. Peut-être. Donc je veux dire, mais je ne peux pas prendre ce prétexte-là pour dire, comme c'est pareil pour moi, je ne peux pas me le faire à moi-même, je le fais pour personne. Donc tu commences, mais donc ça veut dire qu'après la réflexion, c'est que le senior, que le commandant du pilote... Peut-être. Ou pas. Voilà, mais... donc du coup, je te titille mes doigts là de... Vous voyez, le chirurgien, pour la chirurgie, je suis d'accord. Plaisir, non, mais lui, pour il la est capable, il a 60 heures, il est capable. Non, pour la chirurgie, je suis d'accord. Donc, pour la chirurgie, je suis d'accord, à tel point que ça m'est déjà arrivé d'annuler un malade parce que j'avais opéré la nuit. Je suis allé voir le malade que je devais opérer, je dis voilà, j'ai lu, il y avait des choses qui ont été dites en disant on préférait être opéré par un pilote qui a par un chirurgien qui a 70 000 heures de formation plutôt 20 000 heures. Moi, je m'en fous, je préfère être opéré par un chirurgien qui a dormi. Après, le nombre d'heures, je pense pas qu'entre 20 000 et 70 000, il y ait une énorme différence. Donc ça m'est arrivé d'annuler des malades en disant j'ai passé la nuit au bloc, là je le sens pas, quoi. Et alors juste pour terminer, et justement un peu provoque, moi je vais faire le sportif lui, s'il veut arriver à faire le marathon en 2 heures, il court tous les jours, il s'entraîne, il se pousse. Donc est-ce qu'il n'y a pas aussi un côté de faire, je veux dire, justement, plutôt que, alors, pendant la phase de formation, mais aussi après, du compétiteur et de se dire, justement, on sera meilleur si on pousse un peu la machine. Alors, ça évoque, pour moi, le problème de la culture de la performance individuelle qui est très dominante chez les Français en particulier. On privilégie facilement en France la performance individuelle. Ça, on le sentait un petit peu là. Alors que ce qui intéresse un patient, ce qui intéresse un passager, c'est la performance collective. Donc le global et l'exposition au risque minimum. Donc c'est dans ce sens-là que c'est une culture en fait. Voilà, c'est ça que je veux dire. Mais
Pardon, la vraie question, c'est pas de faire ou de ne pas faire. La vraie question, c'est la question quand. Vous pouvez très bien... tiens, un petit journal médical qui s'appelle The Lancet, ça vous dit quelque chose? Non. Voilà, a publié l'année dernière des résultats sur de la chirurgie cardiaque. Donc c'était une équipe de Lille qui montre que le taux de survie est meilleur avec moins d'événements indésirables. Donc je crois que je ne saurais pas vous les citer, je ne suis pas cardiologue. Si vous opérez vos patients l'après-midi. Donc c'était une étude randomisée en double aveugle avec 600 patients. Voilà. Vous avez un autre journal qui vient de publier... Donc, juste, alors là, du coup, c'est la période quand on opère, c'est pas là le chirurgien, on ne sait pas s'il avait opéré avant. Donc ça veut dire alors, que même... mais la grosse difficulté, c'est que vous avez les rythmes biologiques du patient et les vôtres, c'est docteur. ce que j'allais dire, exactement. C'est-à-dire voilà. que le circadien du malade, il vaut peut-être mieux l'opérer l'après-midi, ça vient peut-être pas du chirurgien. Là. Mais non, ce que je veux vous dire, c'est que la question, c'est quand. Et de la même manière, vous parlez des sportifs. Aujourd'hui, les sportifs qui sont quelques centièmes plus loin que les autres et qui passent la ligne avant les autres, ils s'entraînent à certaines heures où leur VO2 max est optimal, à certaines heures où la contraction musculaire est optimale. Et c'est connu en chronobiologie, quand on regarde un petit peu ça, par exemple, que les records sont majoritairement battus en fin d'après-midi, début de soirée, par exemple. N'allez pas faire du sport le matin, sauf si vous y êtes contraint. Sinon, vous allez avoir quelques petites blessures. Bon. Donc, en fait, le bloc opératoire qui doit commencer tôt le matin, c'est peut-être une connerie. Et il vaut peut-être mieux opérer l'après-midi. Mais tout dépend de l'activité. Non, mais parce que justement, on se focalise, j'allais dire, sur les 48 heures. J'allais dire, c'était un peu la thématique. Mais en effet, tout ce que vous avez dit, le petit repos, le petit sommeil, travailler à 2 équipes, voilà, c'est aussi probablement beaucoup de choses qu'il faut faire intervenir dans nos blocs opératoires. Il y a le temps, mais il y a probablement de l'organisation qui pourra être collectivement bénéfique pour tout le monde. Un mot de conclusion, Olivier? Des questions? Déjà, une question. Déjà, je trouve qu'il y avait pas mal de monde, donc on a fait titiller des émergences de réflexion. Non, moi, ce n'est pas une question, c'est un rappel historique pour rassurer un petit peu nos intervenants. Quand Camé, à l'hôpital Foch, a créé la vessie continente avec un intestin grêle, ça durait 8 heures à ce moment-là. Il faisait les 4 premières heures et son agrégé terminé. Donc il y avait déjà un embryon de ce qu'on évoque aujourd'hui. D'autre part, le petit arrêt de 10 minutes, chez Bismuth, ils le font depuis longtemps. Monsieur Bismuth, lors d'une opération longue, s'arrête, se met assis 10 minutes, se concentre, et ses élèves font pareil. Donc voilà, des embryons sont déjà là, et il faut espérer que ça s'étendra. Bravo, merci beaucoup. Je pense que dans les années à venir, on continuera au sein de l'AFC de continuer à mettre la petite graine sur ces réorganisations de notre structure et notre mode de fonctionnement. Merci beaucoup.